Bien, bonsoir à tous. Euh, donc je voulais effectivement vous proposer une petite introduction sur l'astrophotographie planétaire. Pas du tout que je sois un expert en la chose, loin de là, mais j'ai commencé par là il y a à peu près 2 ans et j'ai beaucoup ramé sur le terrain. Donc j'ai des petites choses à partager. Je ne sais pas tout, mais si ça peut aider ceux qui débutent, ce sera avec grand plaisir. Voilà. D'abord, premier slide, qu'est-ce que l'on peut voir sur l'astrophotographie, comme de juste ça ne démarre pas. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que l'on peut photographier en astroplanétaire? Donc les planètes, bien entendu. Les deux plus intéressantes, enfin les trois plus intéressantes, disons, Jupiter, Saturne et Mars, quand on a le plaisir de la voir dans les parages qui arrivent à peu près 2 ans. La Lune, on a des grands spécialistes de la Lune, et puis des choses un peu plus exotiques, je dirais, les astéroïdes, les satellites artificiels, notamment l'ISS. On a de très grands astrophotographes spécialisés dans les passages de l'ISS. Et puis le Soleil, attention au Soleil, bien entendu tout le monde le sait, mais il faut toujours le répéter, ça requiert des filtres très spécifiques et je dirais même l'aide de quelqu'un qui s'y connaît pour que vous puissiez débuter dans cette technique-là, parce que la contrepartie d'une erreur, c'est perdre un œil ou perdre les 2 yeux. Attention, attention. Je suis surpris je suis surpris que tu parles du Soleil dans une présentation sur l'astrophotographie planétaire. C'est une étoile, certes, mais c'est Je dans, taquine. dans le même, enfin, c'est dans les mêmes techniques, dirais-je. Dans les mêmes techniques. Bravo. Bah oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Je vais vous parler un petit peu des spécificités techniques de ce type de capture et de ce type de photographie, tout ce qu'on peut utiliser comme matériel pour faire ça. Je dirais un mot sur un outil très essentiel qui est le correcteur de diffraction et pourquoi on doit l'utiliser. Et puis, 3 petits points qui sont un peu des freins à l'ensemble, mais qu'il faut surveiller, qui sont la mise au point, le signe. Là, on ne peut pas grand-chose, mais on peut quand même regarder de quelle nature il sera le soir de shoot. Et quelque chose auquel je n'ai pas prêté attention au début et qui m'a rattrapé un peu, qui est l'échantillonnage. Et après, je vous montrerai un petit peu la méthodologie générale et puis quelques démos de 3 logiciels qu'on utilise pour faire l'ensemble des photos. La capture avec Fire Capture, on peut aussi utiliser SharkCap. L'empilement, c'est comme en ciel profond, on empile les prises et on utilise AutoStackert. Et puis la déconvolution, euh, la plupart des débutants utilisent Registax qui est un logiciel qui propose des convolutions parentales. Voilà. Alors, spécificité. Donc, c'est con Excuse-moi, à je dire, pense qu'on mais a, pardon, je pense qu'on a un problème de résolution. Est-ce que tout le monde voit la présentation de façon pixelisée là, ou est-ce que vous arrivez à la voir correctement l'image? Idem, ok. Donc oui, on a Moi, je peut-être un peux pas problème. lire. C'est difficile à lire. Euh, ah, je vais poker le chef là. faut que le chef. Ouais. S'il y a des questions, attends. Tu peux continuer ton exposé, hein, mais il va falloir que tu lises. Du coup, on voit bien qu'il y a des planètes à droite, mais on a du mal à lire ce que tu as écrit. On va lire. Moi, je suis en plein écran, donc je ne peux rien faire de mieux. Alors, donc les objets planétaires sont des objets à surface. C'est cloche à dire, mais ce ne sont pas des étoiles. Donc, ça veut dire que, en fait, le but global de la chose, c'est de révéler les détails sur ces surfaces. Alors, on a bien entendu la Lune. Je pense que c'est le premier des objets que tout le monde tâte quand on fait du planétaire. Il y a beaucoup, beaucoup de choses sur la Lune et beaucoup de gens qui sont spécialisés. Et là, une petite
truc que tout le monde connaît, je pense, mais l'intérêt sur la Lune, c'est de photographier au Terminateur. Parce que le Terminateur amène énormément de relief sur les photos et produit de très très belles photos. Ensuite, les autres objets, donc les planètes rocheuses. Est-ce que tu peux juste, il y a peut-être des niveaux d'écoute différents dans les gens qui sont là. Tu peux expliquer la raison pour laquelle au Terminator c'est plus intéressant? Ah oui, oui, c'est assez simple en fait. Le Soleil, enfin l'illumination de la Lune se fait rasante au Terminator, et donc ça allonge les ombres. Et en allongeant les ombres, bien entendu, sur les photos, on voit ces ombres portées, ce qui donne beaucoup de relief. Alors que quand on a une pleine Lune, l'illumination solaire est quelque part par rapport à nous directement sur la Lune, et donc tout le relief se retrouve aplati par la lumière qui est qui arrive directement sur les reliefs. Voilà. Je dirais même si enfin, tout le monde a fait un peu de visu, même en visu, quand on se met au Terminator, on voit tout de suite la différence entre les deux. Et bien entendu, en photo, ça se révèle. Donc, deuxième classe d'objets, les planètes rocheuses. Alors, Vénus, elle est couverte de nuages. Donc, le seul intérêt de Vénus, en fait, vous en voyez une qui est à droite là. C'est une phase beige. Donc, peu de détails à révéler sur Vénus, si ce n'est en filtre UV où là on voit des différences de couleurs dans les nuages. Mars, alors Mars c'est un très bel objet, très lumineux. Et là, il nous visite de manière astrophotographique tous les 2 ans. C'est-à-dire qu'il est vraiment au plus proche et on peut faire de belles photos tous les 2 ans. Donc ça, pour les deux, on a une certaine période d'attente. Mercure, assez difficile parce que proche du Soleil, planète rocheuse, donc c'est assez difficile à capturer. Et après, on arrive dans, je dirais, les tops de la photo planétaire que sont Jupiter et Saturne. Jupiter, des magnifiques détails, les bandes nageuses, la grande tache rouge. Il y a beaucoup de photos à faire aussi avec les satellites autour. Il y a même des vidéos à faire, que le balai des satellites autour de Jupiter, c'est sympa à prendre. Saturne, c'est bien entendu les anneaux. Avoir une belle Saturne avec une division de Cassini. La division de Cassini, c'est la division noire qui est entre les anneaux intérieurs et les anneaux extérieurs. Alors, il y a plein de divisions dans Saturne, mais celle-là, on la voit particulièrement parce qu'elle est assez large. Donc Saturne, très très belle, avec des couleurs de nuages aussi sur la planète. Deux autres cibles beaucoup plus compliquées, Uranus et Neptune. Pourquoi plus compliquées? Elles sont beaucoup plus loin et beaucoup plus petites. Donc, difficile à trouver. Même aux chercheurs, parfois, c'est compliqué. Donc, difficile à pointer et difficile à... Alors, quelle est la technique globale? En fait, c'est assez simple. On fait du lucky imaging, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de photos en pose très très courte, afin d'en garder 10 à 50%. 50%, c'est pratiquement jamais. On est en général à 10, 15, 20, 25% dans les meilleurs des cas. Donc on fait beaucoup de photos en pose très très courte et on les empile pour avoir du signal important sur la planète. Et après, on essaye de révéler les détails par des déconvolutions. On n'a pas comme en ciel profond de pré-traitement, ça c'est plus simple. Et donc on a ce traitement par anglais. Alors, une autre spécificité aussi, c'est que c'est du lucky imaging. Lucky, le terme est super bien choisi. C'est-à-dire que les conditions météo, le signe, la qualité du ciel jouent énormément. Si vous faites du planétaire, vous allez jeter des gigas et des gigas de photos parce qu'on fait des prises. Après, on essaye de les traiter et si on a une soirée sur 10 où on a une belle image, c'est déjà pas mal. Le reste, vous jetez ou vous gardez, mais généralement, c'est pas excellent. Et ça, on n'y peut rien, c'est la nature, c'est le ciel. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin pour faire du planétaire? Alors, j'ai mis gros télescope.
C'est à prendre avec une paire de... Excuse-moi. Ce Oui, que je te propose, parce que je vais peut-être prendre ta présentation, celle qu'on a partagée précédemment. J'ai bien la dernière version là dans nos échanges là. ouais. Oui, oui, c'est bon, j'ai pas bougé. Tu veux Bah, la... je vais essayer de la présenter à ta place. Tu me diras de passer au slide suivant. Je fais ça en parallèle continu et après je reprendrai le stream, d'accord? Roule. Donc, Vas-y. de quoi a-t-on besoin? Alors, j'ai mis gros télescope avec une paire de guillemets. Il faut surtout un FD élevé, à 15, enfin on travaille surtout sur des FD plutôt même au-dessus, 20, 25. Vous pouvez passer sur le stream, pardon, excuse-moi, je te coupe juste, vous pouvez passer sur le stream qui est envoyé sur de AstroFR. Ah, c'est mieux. Bon. C'est superbe. Ça va? C'est bien? C'est mieux? Magique. Oui. Magique, bon. L'ouverture du télescope. Alors, on en avait discuté avec Dragon Lost, je crois. L'ouverture n'est pas forcément un point bloquant. Ceci dit, plus l'ouverture sera importante, enfin, c'est classique, plus vous allez capturer de photons. Plus vous allez capturer de photons, plus les prises unitaires sont courtes, et donc plus vous allez couper la turbulence, plus vous aurez de belles images. Donc l'ouverture, c'est pas important, mais c'est plus simple. Une monture, bonne monture, motorisée, parce qu'il faut suivre la planète, tout bêtement. Alors, les caméras planétaires, par contre, sont des caméras qui sont peu coûteuses, elles ne sont pas la plupart du temps refroidies. C'est d'ailleurs souvent aussi des caméras qui servent pour le guidage. Et on peut en trouver à des prix relativement faibles. Il faut généralement une Barlow pour arriver au bon échantillonnage. On parlera d'échantillonnage un peu plus tard. Le correcteur de diffraction, ça c'est pour corriger l'effet de diffraction de l'atmosphère. L'atmosphère se comporte comme un prisme. Et donc il y a une diffraction de la couleur qui bien entendu nuit à la qualité de l'image. Comme je l'ai dit, on fait donc des pauses courtes rapides pour échapper à la turbulence. Les pauses courtes rapides, ça équivaut en fait à un film, c'est-à-dire qu'on fait un film de petites photos très très courtes. Et il faut donc, comme on fait un film, un PC très musclé qui supporte bien entendu l'USB 3 parce que le flux vidéo, puisque ça va être une vidéo, est important. Et pour pouvoir enregistrer tout ça de façon très rapide, un disque dur SSD, si possible de grande capacité, parce que comme je l'ai dit, ces vidéos, c'est des gigas et des gigas de données. Et donc, oui, un bon ciel et beaucoup de patience. Alors, les différents télescopes, donc j'ai dit qu'il fallait plutôt des grosses ouvertures. Ceci dit, pour les lunettes, il y a aussi un champ qui est intéressant. Ce sont des champs larges, quelque part, notamment sur les géantes gazeuses avec leurs satellites, ou alors des champs intéressants quand on a des conjonctions. L'année dernière, on a eu la grande conjonction de Saturne et Jupiter, et j'ai eu la chance de faire une belle photo autour de tout ça, où j'avais Saturne, Jupiter, et pour chacune d'entre elles, 4 à 5 satellites. Ça, on ne peut pas le faire avec des FD élevés, il faut des instruments à champ plus large. Alors, les formules Newton qui sont un petit peu couteau suisse, ça marche bien pour le planétaire. Les formules roi, enfin reine plutôt, ce sont les Maksutov. Schmidt-Cassegrain, c'est pas mauvais, mais j'en ai un et un peu moins bon dans le bleu, donc ça pose des petits problèmes. C'est un petit peu plus délicat. Et les dalles Kirkham aussi, très très bons appareils. Alors, les caméras planétaires. Donc, comme je l'ai dit, ce sont des petites caméras. En fait, ce sont des caméras qui sont dérivées des webcams. Elles sont maintenant très très rapides. Elles arrivent à prendre jusqu'à 200 images par seconde, qui fait que les pauses sont vraiment très très courtes. Alors, j'ai peut-être pas bien expliqué pourquoi on faisait des pauses très très courtes. On fait des pauses très très courtes pour figer la turbulence atmosphérique. L'atmosphère, les différentes couches de l'atmosphère créent une espèce de flou, on va dire. Et si on pose de façon très très courte, à quelques millisecondes, on a des chances de capter durant
crois, 10, 20 millisecondes, une zone, enfin un moment où la turbulence n'agit pas. Donc l'atmosphère va être quelque part relativement stable. Donc cette image-là va être belle. Sinon, si ça tremble, si la turbulence joue, l'image sera floutée. Donc des ports USB 3, j'en ai déjà parlé. Faire attention à la taille des photosites. Parce que la taille des photosites joue sur l'échantillonnage. Il n'est pas super conseillé de prendre des trop petits photosites parce que ça complique l'échantillonnage. Alors, en dessous, je vous ai mis, je dirais, 4 capteurs classiques qu'on utilise dans les caméras planétaires. Une qui est vraiment utilisée un peu par tout le monde, c'est la 224. Après, il y a quelques autres caméras qui sont intéressantes. Alors, pour certains d'entre vous, dans les petites annonces, et si vous voulez un budget très réduit, on peut trouver encore des 120. Bon, la 120 est quand même date quand même pas mal, mais j'ai vu passer parfois dans l'astrophotographie des gens qui cherchaient vraiment des caméras vraiment pas chères. La 120, je pense qu'on peut en trouver en occasion une centaine d'euros. Et alors, oui. Plutôt couleur, alors toi tu l'as. Oui, oui. Alors, je dirais pour commencer, il vaut mieux plutôt des caméras couleur. Puisque maintenant, par exemple, une 224 est pratiquement aussi sensible qu'une 290. La 290, il y a une monochrome, c'est pour ça que j'en parle. Et c'est quand même beaucoup plus simple. Moi, je fais maintenant de la monochrome et j'ai comparé un peu les deux. Le gain n'est pas forcément extrême, je dirais. Et c'est beaucoup plus compliqué à faire. Donc, commencer par la caméra couleur est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, ça permet de mélanger les deux après dans des techniques un petit peu plus spécifiques. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, on retombe sur des techniques de ciel profond. On récupère de la chrominance avec une caméra couleur, une 224 par exemple, et on peut récupérer de la luminance en faisant des prises monochromes avec de la 290 pour récupérer des détails. Bon, ça, après, il faut faire intervenir d'autres logiciels pour merger tout ça, mais ça peut être. Mais pour commencer, caméra couleur, oui, c'est plus simple. Donc je vous ai mis un petit blabla sur les caméras monochromes. Ah oui, aussi. Les caméras monochromes permettent aussi d'utiliser des filtres spécifiques, parce que souvent les caméras couleur, enfin, quasiment tout le temps, elles sont munies d'un filtre Earcut, alors que les monochromes ne le sont pas. Earcut, donc pour couper les infrarouges. Couper les infrarouges, oui. Sur de la couleur, on coupe les infrarouges parce que ça crée des perturbations, ça crée du bavage, enfin, c'est pas très chouette. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne traite pas en IR. Parfois, on fait aussi sur de la monochrome de la capture en IR pour récupérer d'autres types de détails, mais il faut le faire volontairement. Il ne faut pas ouvrir le champ complètement sur de la couleur, sinon ça ne donnera pas. Alors, la diffraction atmosphérique. Donc, je vous ai parlé un peu de la turbulence. La turbulence, c'est la façon dont les couches de l'atmosphère bougent et font trembler l'image. La diffraction, c'est un autre phénomène, c'est simplement que l'atmosphère agit comme un prisme sur la lumière et donc décompose la lumière. Donc, ce qui fait que, vous le voyez à droite, sur Saturne, eh bien, on a le rouge en haut et le bleu en bas. Pas terrible sur la photo finale. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on rajoute dans le train optique un correcteur de diffraction qui, en fait, va recomposer la lumière, va faire l'inverse du prisme. C'est un prisme inversé. La diffraction, elle est différente en fonction de la hauteur de la planète. Donc, le correcteur de diffraction se règle à partir de deux petites manettes en fonction de la hauteur de la planète. Ces dernières années, on a eu des planètes très basses. Planète très basse dit épaisseur d'atmosphère importante à traverser. Qui dit épaisseur d'atmosphère importante à traverser dit beaucoup de diffraction. Donc, si vous avez des planètes à 20-30 degrés, un ADC est absolument nécessaire si vous voulez sortir des photos. Et contrairement à ce qu'on pense, même sur de la monochrome, en fait sur la monochrome, c'est pas un problème de
couleurs, mais en fait, ça va manger un peu les détails, enfin, ça va flouter les détails. Bah là, c'est ton optique qui joue à ce moment-là, du coup. Oui. Ok. Alors, donc le correcteur de diffraction, vous en avez un à droite. Alors, il y a deux grands modèles, enfin, il y en a un de chez ZWO, mais il y a d'autres marques aussi, avec deux petites tirettes. En fait, comme ce sont deux prismes qui sont collés l'un dans l'autre, en tournant les tirettes, ça permet de régler la correction de la diffraction. On met généralement les tirettes à droite, sauf si le correcteur a été fait. Et puis on cherche à écarter les petites tirettes. Alors, pour régler, on peut faire ça à l'œil nu, parce qu'en fait, sur le visu, on voit très bien quand le haut est rouge et que le bas est bleu. Et en bougeant les deux petites tirettes, on arrive à voir quand la planète redevient à peu près cohérente dans sa couleur. Il y a un modèle un peu plus onéreux chez Pyro Astro. Je fais pas de pub, mais c'est lui qui le fait fabriquer, dans tous les cas, qui lui est juste basé sur une réglette et une vis à tout. Et il est de qualité, principe un peu meilleur. Mais ceci dit, celui avec deux tirettes fonctionne déjà très bien. Donc là, vous avez une différence sur Jupiter. Vous voyez la différence sans ADC. Donc ça, c'est l'image qui est tout à gauche, et au milieu avec un ADC. Si vous regardez attentivement, vous verrez qu'effectivement, on voit une différence importante. D'ailleurs, l'image de gauche est en fait à l'envers, parce qu'on voit que là, sur le limbe de la planète, la zone est rouge. Enfin non, c'est pas qu'elle est à l'envers, ça dépend comment agit l'optique. Mais le limbe de la planète est rouge en bas et le limbe de la planète est bleu en haut. Mais à l'intérieur de la planète, ça mange aussi les détails. Donc ADC absolument nécessaire quand les planètes sont, on va dire, en dessous de 40 degrés, ce qui est le cas toutes les dernières. La mise au point. Alors, deuxième petit point un peu délicat dans le planétaire, c'est la mise au point. Alors pourquoi c'est difficile? Bien parce que, en fait, quand on fait du planétaire, on voit directement sur Fire Capture, que je vous montrerai tout à l'heure, la planète. Donc on se dit, bah, ça va être simple. Je vois la planète directement avec ma petite caméra, je vais pouvoir régler. Eh bien non, parce que la turbulence atmosphérique et la diffraction et tous les phénomènes atmosphériques font que la planète tremble énormément. Donc on essaye de faire une mise au point sur quelque chose qui tremble. C'est un petit peu compliqué. Alors, il y a trois techniques principales. Soit classiquement avec un masque de Bahtinov, vous le faites sur une étoile proche, vous êtes sûr que votre mise au point est correct, après vous revenez sur la planète. C'est un peu fastidieux parce que si dans la nuit, la température bouge, il faut faire la mise au point, repartir sur l'étoile, revenir sur la planète. Bon. Deuxième technique, directement sur la planète, avec un peu d'habitude, ça se fait. Notamment, on essaye de régler un petit peu le gain, on essaye de régler le gamma, on essaye de saturer la planète et de regarder au limbe si en fait c'est bien propre ou bien découpé. Sur certaines planètes comme Jupiter, on a certaines taches, voire la grande tache rouge, qui nous permettent d'avoir un détail que l'on cherche vraiment à affiner. Sur Saturne, c'est plutôt la division. Voilà. Donc, directement sur la planète, avec un peu d'habitude, ça se fait. Quand on a la chance d'avoir des planètes avec des satellites comme Jupiter et Saturne, on peut aussi le faire sur un satellite et même utiliser un Bahtinov sur le satellite. Il faut que tu expliques le mot limbe. Ah, le limbe, c'est comment dire, c'est le bord de la planète. Je ne sais pas comment le dire autrement. C'est là où la planète rentre dans la nuit. Alors, sur les photos planétaires, c'est jamais complètement net parce que la planète étant incurvée, il y a une petite zone de flou. C'est cette différence entre le noir et la planète qu'on appelle le limbe. Voilà. Mise au point. Donc, mise au point un peu chaud. Généralement, on n'est jamais content, on la retouche 15 fois.
Et puis au bout d'un moment, l'expérience arrive, on arrive à plus capter comment ça. Alors le seeing avec la turbulence. Le seeing, c'est donc un paramètre essentiel de la prise de photos planétaires et quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Alors, vous pouvez regarder sur Météo Blue ou sur les sites astronomiques. Généralement, ils vous donnent le seeing de la nuit. En planétaire, ça ne marche pas totalement correctement parce qu'ils vous donnent un signe un peu moyen. Or, le signe en planétaire, il peut varier d'une demi-heure sur l'autre, voire d'une heure sur l'autre. Vous trouverez sur les sites internet des gens qui sont spécialisés en planétaire et qui étudient même les masses nuageuses et les turbulences, les anticyclones et le déplacement des masses nuageuses, parce qu'il y a certains moments qui sont plus propices que d'autres. Ce que j'ai constaté, et ce que apparemment les astrophotographes planétaires ont l'air de partager, c'est qu'il y a des périodes aussi dans la nuit qui sont sympas. Au début de la nuit et à la fin de la nuit. Je crois qu'il y a un phénomène d'inversion de température qui fait que dans ces moments-là, l'atmosphère se calme un peu. Voilà. Pour aussi améliorer cette histoire de turbulence, il y a un point fondamental qui est la mise en température de l'instrument. Parce que ces problèmes de turbulence, on peut aussi avoir de la turbulence interne à l'instrument, des courants de convection thermique. Et dans ces cas-là, ça trouble aussi la photo. Voilà, donc je photographiais généralement au début. Bon, mais c'est pas une règle générale. Des fois, en plein milieu de la nuit, pour une raison que l'on ne s'explique pas complètement, on a 2 heures de seeing parfait et c'est nickel. Et effectivement, d'une heure sur l'autre, on peut avoir la différence entre la photo de gauche et la photo de droite sur Saturne. Bon. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, on est tout à fait dans le lucky imaging. L'échantillonnage. Alors l'échantillonnage, là on va rentrer un petit peu dans les calculs. L'échantillonnage, d'abord, définition toute simple. Donc c'est la portion du ciel en arc seconde couvert par un photosite. En photo planétaire, c'est extrêmement important parce que si vous ne respectez pas ces règles d'échantillonnage, vous allez, alors si vous sous-échantillonnez, vous allez perdre du détail parce que vous allez prendre des grosses parties de planète sur un seul photosite. Voilà. Si vous suréchantillonnez, on pourrait se dire que c'est mieux parce que vous allez mettre beaucoup de photosites sur un petit détail. Eh bien non, ces cas-là, les phénomènes de turbulence et les phénomènes atmosphériques font que vous allez zoomer du flou. Et donc, ça va être pire que pire. Donc, il y a un certain nombre de règles. Alors, en fait, votre instrument, il a un pouvoir séparateur. Il y a une formule de Foucault qui est, enfin, une formule de Foucault approximative qui est à peu près 120 divisé par le diamètre. Ça, c'est ce pouvoir séparateur, c'est la différence en seconde d'arc entre deux objets, enfin c'est la différence minimum entre deux objets que votre instrument peut séparer. Si vous avez un pouvoir séparateur de 0,4, ça veut dire qu'il peut séparer deux objets qui ont 0,4 entre eux. En dessous, l'instrument ne va pas considérer, mais vous ne verrez qu'un seul objet. Et il y a un théorème, qui est le théorème de Shannon-Nyquist, qu'on doit échantillonner 2 fois plus serré. Donc, si vous avez un pouvoir séparateur de 0,4, vous devez échantillonner à 0,20. Pas compliqué. Donc l'idée, c'est, avec la formule qui est là, de calculer votre échantillonnage théorique parfait. Ceci dit, sous-échantillonner est une mauvaise idée. Déjà, c'est une mauvaise idée parce qu'on a plein de façons d'échantillonner correctement. Ce qui se passe souvent, c'est qu'on sur-échantillonne. Alors, parce que, en fait, si la planète est très lumineuse, si les conditions sont bonnes, on peut se le permettre. Donc, en fait, cet échantillonnage théorique, c'est un minimum. Et vous pouvez aller jusque... Alors, et donc, l'échantillonnage théorique, vous avez compris, c'était le pouvoir séparateur divisé par 2. Mais on peut aller jusqu'à du pouvoir séparateur divisé par 3, par 4, en essayant de récupérer plus de détails.
Et plus vous allez échantillonner serré, c'est-à-dire bas, PS divisé par 4 ou divisé par 5, plus vos conditions doivent être excellentes pour récupérer des très belles photos. Par exemple, j'ai donné l'exemple sur Mars. Sur Mars, vous pouvez descendre très bas parce que Mars est très lumineuse, donc les pauses vont être très courtes. Donc, vous pouvez échantillonner bas, ça va fonctionner. Alors, je vous ai mis aussi une formule d'Olivier Desormières pour recalculer cet échantillonnage en fonction de la longueur d'onde. Je vous laisserai lire la chose. Mais j'insiste, c'est vraiment très très important. Et donc, pour régler l'échantillonnage, on utilise des barlots. Alors, comment on fait, comment on fonctionne en fait? Donc, exemple, tout à la fin, j'ai mis l'exemple sur un C11 pour une QHY 224. Ce que vous devez prendre en compte dans l'échantillonnage, c'est la taille en microns de vos photosites. Et à la fin, ça va vous donner la focale théorique que vous devez atteindre. Donc, pour un C11, avec la formule d'Olivier Desormières et une longueur d'onde théorique correcte qui est de 500, c'est le début vert, je devrais moi avoir un échantillonnage de 0,18 secondes d'arc, qui me donne, d'après la formule que vous voyez en noir, une focale théorique de 4292. Nativement, le C11 a 2800 de focale, donc ça veut dire que pour atteindre les 4292, je devrais multiplier par 1,5. Et bien 1,5, c'est la Barlow théorique normale pour avoir cet échantillonnage théorique. Donc ça veut dire qu'il me faut une Barlow de 1,5, je peux suréchantillonner un peu, 1,5, 2, jusqu'à 2,5. Honnêtement, j'ai une Barlow de 2,5, j'ai pratiquement jamais réussi à la passer. Entre 1,5 et 2, ça fonctionne pas mal. Voilà. Est-ce que, alors c'est un petit passage un peu compliqué. S'il y a des questions là-dessus. Là, on est d'accord que tu es en train de parler de l'adéquation entre ton instrument optique et ta caméra, c'est-à-dire Oui, ta focale et son ouverture, et derrière la taille de tes pixels finalement, puisque c'est la seule, voilà, d'une part. Et d'autre part, la Barlow, c'est un élément optique qui s'insère dans tout ça, qui te permet d'entrer dans les bons ordres de grandeur. On n'a pas le choix. Tu trouves des Barlow à 1,5, à 2, 2,5, mais tu n'as pas 2,43, quoi. Non. On est d'accord, hein, alors, je vois arriver la question. En fait, il n'y a pas vraiment de question, c'était pour essayer un petit peu de... En fait, c'est très bien que tu aies soulevé le sujet, parce que, alors, les Barlow, effectivement, on en trouve dans le commerce de 1,5, 2. Alors, pour les formules Newton, parce que les formules Newton ont nativement des FD plus bas, FD 4, 5. Il y a des Barlow plus importants, type 4 ou 5. Donc, en fait, quelque part, oui, les Barlow, on en trouve des 1,5, des 2 et autres. Donc, on ne peut pas régler entre les deux. Eh bien, si. Vous regarderez pour les Barlow classiques, pas les télécentriques, en fait, en modifiant ce qu'on appelle le tirage, c'est-à-dire la distance entre la Barlow et votre caméra photographique, en fait, la Barlow va se comporter différemment. Plus la caméra va être éloignée de la Barlow, plus le coefficient va monter. Donc une Barlow 1,5, 1,6, 1,7, en augmentant le tirage, c'est-à-dire en reculant avec des bagues à longe la caméra de la Barlow, on peut augmenter son tirage, enfin augmenter son grossissement quelque part. Donc c'est comme ça qu'on arrive à régler un peu plus finement ce coefficient de Barlow, je dirais. J'insiste, ce n'est valable que pour les Barlow classiques. Vous trouverez aussi des Barlow télécentriques. Celles-là ne fonctionnent pas. Les télécentriques, le tirage ne joue pas sur leur coefficient. C'est les télévues notamment. On peut pas jouer aussi avec le fait que sur les Schmitt Cassegrain, la focale soit plus ou moins variable? Alors si la focale est variable sur les Schmitt Cassegrain, j'en apprends une. Non, je crois pas.
Non, sur les Schmidt-Cassegrain, enfin sur un C11, la fois est nativement de 2008, point barre. Ah non, bah écoute, on en reparlera en chat, c'est pas l'objet, mais elle bouge la focale des Schmitt, oui. T'as facilement, tu peux avoir, enfin on en reparlera. Je veux pas... Oui. On en reparlera. Okay. Bon, donc, encore une fois, en photo planétaire, on fait comme ça. On prend une Barlow plutôt plus bas plutôt juste à la Barlow théorique, à l'échantillonnage théorique parfait. Et puis le fait d'augmenter le tirage fait qu'on peut augmenter un petit peu, donc suréchantillonner un petit peu. Et comme c'est juste des histoires de bagues à longe, pas très onéreux, il faut quand même pas augmenter trop non plus, parce qu'après on peut avoir des problèmes de flexion, des problèmes de tilt. Donc sur l'échantillonné, j'en ai parlé. Alors, si vous suréchantillonnez aussi, le réglage de votre ADC doit être optimal. Donc le signe et la turbulence, on en a déjà parlé. Et la mise en température doit effectivement être câble aussi. Alors, mise en température, ça veut dire qu'il faut sortir l'instrument, surtout si c'est un tube fermé type Schmidt-Cassegrain, il faut le sortir 1 heure, 1h30, 2 heures avant de commencer à shooter. Pour les tubes ouverts, c'est moins, mais c'est important que tout ça soit bien à température. Alors, ensuite, comment ça fonctionne pour les différentes étapes? Finalement, c'est des techniques relativement simples, je dirais, par rapport au ciel profond. On a 3 étapes. D'abord, on fait la capture. Comme je l'ai dit, ce sont des captures de films à haute vitesse. Donc, on va le voir dans Fire Capture, on utilise du format SER d'habitude. On peut aussi utiliser du format AVI, mais bon, vers ça. Important, oui. On utilise des films plus ou moins courts en fonction de la rotation de la planète. Par exemple, Jupiter tourne très vite. Alors, en théorie, Jupiter, on ne doit pas dépasser les 50-60 secondes. Enfin, il y a un calcul à faire en fonction de votre optique, mais c'est à peu près ça. Prouve que AutoStackert, qui est le logiciel d'empilement qu'on verra après, rectifie un peu les choses, donc on peut se permettre d'aller un peu plus loin, 90, 120 secondes. Tous ces logiciels-là sont pas tous gratuits. SharpCap est payant, c'est ça? Et Fire Capture ne l'est pas? Fire Capture est gratuit. SharpCap est gratuit dans sa version de base. Il y a une version SharpCap Pro qui amène quelques fonctionnalités supplémentaires, qui elle est payante, mais c'est 3 fois rien, je crois. C'est 10 ou 15 euros. Ah oui, ça va. Oui, c'est pas très onéreux. Et a priori, ce sont les 2 grands logiciels de capture, Fire Capture ou SharpCap. Je sais qu'il y en a quelques autres, mais principalement on utilise ces 2-là. Oui, alors tant que je parlais du temps pour les planètes, sur d'autres planètes qui sont lisses, il n'y a pas de relief, vous pouvez allonger le temps du film. Là, après, ce qui va gouverner, c'est de fait d'avoir un film qui soit à peu près cohérent vis-à-vis de la turbulence. Par exemple, sur Saturne, je fais des films de 200-250 secondes sans problème. Mais au moins, si vous en avez un qui n'est pas cohérent au niveau de la turbulence, 250 secondes, c'est pas 10 minutes. Quoi. Vous jetez celui-là, prenez celui d'après, vous avez perdu 10 minutes de film. Donc la deuxième étape, une fois qu'on est rentré à la maison, c'est de vérifier la qualité des images unitaires du film et de garder les 10 à, on va dire 20%, j'ai mis 50% parce que je suis un gars optimiste, mais les 10 à 20% des meilleures images du film. Et ces 10 à 20% de ces meilleures images, de les empiler. Là, on retombe un petit peu sur une philosophie ciel profond, mais à part qu'effectivement, on a un gros déchet. C'est-à-dire qu'on jette à peu près 80% des images du film. Ces 80%-là, c'est dans le film les moments où la turbulence n'était pas bonne. Une fois qu'on a empilé,
Alors, on utilise AutoStackert. Alors là, je crois que c'est le seul. Enfin, non, il y a AstroSurface qui peut faire de l'empilement et même Registax, qu'on verra après, qui peut aussi faire de l'empilement. Mais je crois que tous les gens qui font de l'astrophotographie planétaire utilisent Stackert. Il empile très bien. Il a une très bonne algorithmique. Et puis, dernière étape, quand on a empilé, donc on a cumulé du signal sur une photo. Généralement, on prend un format actif ou un format fixe. On cherche à révéler les détails, c'est-à-dire à faire de la déconvolution. Là, on a deux grands logiciels que je connais. Registax, donc, qui est le plus simple que je vais vous montrer après, qui fait de la déconvolution par ondelette. Et puis un autre que l'on verra peut-être dans une prochaine émission, comme on dit, qui peut faire de la déconvolution suivant plusieurs techniques, qui s'appelle AstroSurface, le deuxième logiciel, qui a non seulement des ondelettes, mais qui peut faire de la déconvolution sur une PSF, c'est-à-dire une image d'étoile, et après se baser sur cette image d'étoile pour faire de la déconvolution, ou alors une déconvolution par un autre algorithme, Richardson-Lucy. Et en fait, AstroSurface combine ces déconvolutions pour obtenir le meilleur rendu possible. Mais c'est un logiciel un petit peu plus délicat à utiliser. Alors là, je vous ai mis un exemple des différentes étapes pour que vous voyez un petit peu la progression. Donc, comme vous avez l'image brute du film, ça, c'est ce que vous voyez dans le film, c'est moche. C'est moche. En plus, c'est décalé en couleur parce qu'il y a des problèmes de diffraction, enfin, il y a des tas de problèmes. Excuse-moi, tu disais, il y a des choses qui se font à la maison parce que. La capture, ça. Et puis oui. Le traitement, on fait ça au chaud. Parce que c'est long ou pas? Oui, c'est très long. Okay. On verra le AutoStackert pour empiler un film. Alors, ça dépend de la puissance de la machine, mais ça peut prendre 3, 4, 5 minutes, 6 minutes. Et attention, comme on a fait beaucoup de films, on est toujours dans du volume, c'est toujours du lucky imaging. Si vous avez fait, on va dire 3-4 heures de prise, vous avez je sais pas, 120, 130, 140 films. Là, vous pouvez compter plusieurs heures de traitement juste pour l'empilement. Ah oui, d'accord. Okay. Donc voilà, donc il vaut mieux le faire au chaud. Alors, certains, dont je ne suis pas, parce que quand il fait pas chaud dehors, je m'amuse pas. Certains empilent directement une fois qu'ils ont capturé et font même déjà un premier traitement par ondelette pour voir quelle est la qualité du ciel et autres. Bon. Ouais, pourquoi pas. Bon, il faut aimer pianoter dehors dans le froid. En plus, j'ai toujours la crainte quelque part que quand on lance des batteries de logiciels comme ça me fasse planter la capture. Donc, personnellement, je préfère capturer, je capture en volume et puis je traite tout ça tranquillement au chaud. Si je vois qu'il y a une période de la nuit qui n'était pas bonne, je jette les prises. Donc, deuxième image du slide. Donc là, on a empilé 25% des 6800 images sur 27 000. Donc déjà, on va commencer à apparaître quelque chose d'un petit peu plus net. Les couleurs ne sont pas bonnes, mais on voit déjà apparaître presque des détails. Troisième image, on a fait une balance des blancs. Ça, c'est quasiment inévitable. Et on a commencé à traiter par. Puis après, en affinant un peu les ondelettes, on a un résultat final qui est plus propre. On peut aussi retoucher un peu sous Photoshop, sous GIMP. Mais c'est pas Photoshop ou GIMP qui va vous amener, je dirais, le cœur de l'histoire. J'ai enfoncé une porte ouverte là, là moi je suis peut-être. Vas-y. Pas de dark, pas d'offset, pas de flat. Non. Là on y va direct, on prend le film et on y va. Ça sert à rien, on n'a pas de les dark, on n'a pas de bruit thermique, on est dans de la pause courte. Les flats, oui, non, bah non. Voilà.
le vignettage et autres, on s'en tape, on est en plein milieu du capteur. C'est merveilleux en fait. Ah bah, sur cette équipe-là, c'est plus simple. C'est plus simple. Non, c'est pour ça que pour des gens qui débutent l'astrophotographie, en fait, on s'aperçoit après que c'est beaucoup plus compliqué, mais pour des gens qui débutent l'astrophotographie globalement, bah, c'est pas très compliqué. On n'a pas besoin d'autoguidage, on n'a pas besoin de tout un tas de choses. Il suffit de mettre un bon PC, un câble USB 3, une petite caméra planétaire Futuscope, et on commence à choper des films, et puis voilà. Et on traite derrière. Donc c'est vraiment une bonne introduction. C'est assez sympa de démarrer. Et puis ces premières photos, même si elles sont pas terribles, bah, on est content. Alors, tu aurais une autre question qui irait peut-être dans le même sens de Tomichou qui nous demande, je profite de t'avoir interrompu, hein, pas de filtre pollution si Bortle 7.8 ? Point d'interrogation. Non, pas de filtre pollution, c'est pareil. On n'est pas pollué en planétaire. Un filtre IRCAD. Non, encore une fois, on est en pause courte, on s'en fiche. Et puis, il y a aussi autre chose. Les planètes sont extrêmement lumineuses, beaucoup plus lumineuses que les étoiles ou le fond de ciel. Parce que en ciel profond, ce qui nous gâche un peu la vie, c'est pas tant les étoiles. Les étoiles, elles sont pas beaucoup par la pollution lumineuse. C'est surtout notre fond de ciel qui nous crée des gradients malheureux, des choses comme ça. En planétaire, le fond de ciel, on s'en fiche. L'objet est beaucoup plus lumineux que ce qu'il y a autour. Et puis, vous n'avez pas besoin de voir les étoiles, donc vous pouvez toujours assombrir autour de la planète. Donc, enfin, autour de la planète, on peut rendre tout noir, hein, peu importe. Bon, c'est doublement merveilleux, je vais m'y mettre. Bienvenue au club. Je te laisse continuer. Ouais. Alors, ah pardon, une autre question, mais je pense que tu vas l'aborder après. La rotation est-elle un problème pour le stacking ? Oui, sur Jupiter notamment. Sur Jupiter. Enfin, sur la rotation, ça veut dire qu'il faut faire des films courts sur Jupiter entre 50 et 120 secondes, pas plus. Parce que bien entendu, comme Jupiter tourne, si vous essayez d'empiler des images où les différentes images unitaires ne sont pas totalement alignables, eh bien, AutoStackert, il va avoir des problèmes pour mettre les unes sur les autres, les petites images. Alors, tu dis il va avoir des problèmes. En fait, AutoStackert est assez bien construit, donc il arrive à se rattraper plus ou moins, mais jusqu'à une certaine limite. 50 secondes, c'est la limite théorique. À 120 secondes, il fonctionne encore. Au-delà, il va générer du flou, ça ne va pas être bon. Et comme je l'ai dit, sur les autres planètes, non moins. Les autres, il n'y a pas de problème. La Lune, elle ne bouge pas. Il n'y a pas de problème. Et puis Saturne, même si elle tourne, c'est homogène, ou à peu près homogène. Non, c'est sur Jupiter surtout que tu as une incidence. Ah, et j'ai oublié, si Mars, bien entendu, a aussi une incidence. Jupiter et Mars. Voilà. Alors, d'autres questions? Donc, je peux vous montrer AutoStackert. Alors, je passe dessus. Voilà. Alors, donc là, que vous voyez, le diaporama, ça va être plus sympa. Donc, ce que vous voyez là, voilà, ce que vous voyez là, c'est l'interface d'AutoStackert. Alors, c'est pas que j'ai Mars directement prise de vue. Il y a un simulateur dans AutoStackert, donc une demi-caméra, une fausse caméra. Et là, vous voyez effectivement cette caméra. C'est assez bien représenté. Hein. Pour vous donner une idée, c'est à peu près ce qu'on voit à la caméra quand on shoot. Alors, déjà, on voit en noir et blanc parce que c'est bayerisé. C'est important de rester bayerisé quand on capture pour éviter d'avoir des très gros volumes. Sinon on multiplie par 4, je crois, le volume des fichiers. Donc vous pouvez comprendre là tout ce que je vous ai raconté. Le signe, vous le voyez directement, les turbulences, ça marche nickel. Le fait de la mise au point, c'est compliqué. Hein. Et si vous arrivez à mettre la mise au point là-dessus, c'est bien. Voilà. Alors, comment on règle Fire Capture? Alors,
déjà, règle de base, en fait, on cherche à. Vous avez les histogrammes là avec les 3 couleurs. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est qu'on cherche à capturer le plus lumineux possible sans saturer. Donc, on cherche à régler les histogrammes autour de 70-80%. Pour faire ça, on joue sur le deuxième pavé, là où il y a marqué contrôle. Dans ce coin-là, on joue sur le durée d'exposition et le gain. La durée d'exposition, avec un peu de pratique par rapport à votre optique, vous allez rapidement faire des règles de base pour chacune des planètes. Moi, je sais que par exemple, pour Jupiter, je shoot à peu près 10 millisecondes. Et après, vous réglez le gain pour arriver à 70-80% des histogrammes. Dans le plus là, vous avez aussi les différentes couleurs que vous pouvez régler séparément. Là aussi, je prends mon exemple sur un Schmidt Cassegrain qui n'est pas très bon dans le bleu. Je suis obligé de pousser le bleu pour aligner les 3 barres et pour essayer d'avoir une balance des blancs qui soit à peu près correcte quand même à l'arrivée, même si on la retouchera derrière, mais si les 3 couleurs sont à peu près alignées. Ensuite, vous avez le 3e pavé de l'interface où là on s'occupe de la capture. Donc la capture, pour capturer, pour lancer AutoStacker, c'est la petite flèche rouge. Sur le pavé juste du dessus, vous donnez la limite de temps d'un film. Si vous appuyez là-dessus, alors vous pouvez donner en nombre de frames, mais c'est plus simple en temps. Donc par exemple, je vais dire, je sais pas, 80 secondes. Le format est bien SER. Là, vous avez la possibilité de gérer des filtres, mais ça, on verra peut-être dans une vidéo. Et vous avez aussi la possibilité de gérer des profils, c'est-à-dire que le gain, la durée d'exposition, le temps, etc., AutoStacker le gère dans des profils planétaires. Et si vous changez, par exemple, dans une nuit, vous pouvez faire facilement Jupiter et Saturne parce qu'elles sont un peu éloignées l'une de l'autre. Quand vous êtes dans AutoStacker, vous changez de profil, vous mettez, par exemple, là, je vais passer de Mars à Jupiter, je vais plus le voir. Il va vous reprendre vos paramètres de base pour cette planète, c'est-à-dire pour Jupiter. Alors justement, ça induit une petite question. Est-ce qu'on Oui. peut mélanger les datas, les enregistrements sur plusieurs nuits? Est-ce que tu peux faire des films lundi, mardi, mercredi et... Non, c'est compliqué ça. Enfin, c'est compliqué. Moi, ce que je fais, c'est que je mélange de la couleur et du monochrome. Il faudrait réussir à recaler exactement la planète. Alors, non, attends, je vais compléter ma réponse. En fait. Ça dépend de la planète. Si on a Mars et Jupiter, donc les planètes rotatives, appelées comme ça, là c'est compliqué parce qu'il faudrait recaler exactement à quel moment elles ont été prises et pouvoir les aligner l'une aux autres, vu qu'elles tournent. Alors ça, on peut le faire avec WinJupos. Pour les autres planètes, par exemple, vous prenez les planètes lointaines, Neptune et Uranus, c'est des boules de couleur claires, sauf pour les très très gros diamètres où on peut commencer à avoir des détails. Pour les diamètres raisonnables, boules de couleur, là oui, vous pouvez shooter sur plusieurs nuits et puis empiler, ça donnera une boule verte ou une boule bleue. Mais bon, c'est un peu bricolage quand même. Voilà. Par exemple, sur la Lune, je crois qu'il n'y a personne qui le fait, ça. En fait, c'était une bonne question, mais je ne me la suis jamais posée. Donc, on n'utilise pas cette technique-là comme potentiel profond d'habitude. Merci. De rien. La question piège, je la savais. Bon. Donc, quand vous démarrez une capture, vous appuyez sur la petite flèche rouge. Juste en dessous, vous allez voir votre statut, c'est-à-dire le nombre d'images capturées, le flux, enfin la vitesse de flux. Et puis, comme AutoStacker est bien gentil, il vous dit combien il reste sur votre disque et la mémoire tampon aussi que vous avez. On prend des grosses mémoires tampons parce que, encore une fois, ça génère beaucoup de données.
facilement, on prend jusqu'à 2, 3 ou 4 gigas de mémoire. Voilà, donc ça c'est vraiment les réglages de base. Sinon, j'ai oublié quelque chose. Une fois qu'on a réglé un petit peu tout ça, après on va chercher, je vais cliquer sur la demi. Voilà, on va chercher à cadrer la planète au plus serré. Pourquoi on va essayer de la cadrer au plus serré? Parce que chaque image unitaire du film va être petite. Si l'image unitaire est petite, le flux va être plus important, c'est-à-dire qu'on aura un flux on va passer par exemple de, je sais pas, de 100 à 120 images secondes, donc on aura plus d'images. Donc on cherche vraiment à cadrer au plus serré. Le jeu, c'est de cadrer au plus serré sans que la planète sorte du cadre. Dans Fire Capture, il y a des méthodes pour faire ça. On peut même faire de l'autoguidage quelque part. En fait, la caméra peut réussir à suivre la planète, mais pas donc voilà, donc serrer la planète au plus serré et puis la capturer au plus serré. Je peux juste vous montrer la fenêtre des paramètres. Bien entendu, ne s'affiche pas sur l'écran principal. Voilà. Bon, alors là, vous avez des tas de paramètres. Donc, par exemple, tout ce qui est général, il y a un certain nombre de paramètres. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Les filtres. Donc, on peut gérer des roues à filtres automatiquement et passer plusieurs filtres. Donc, on peut faire comme en ciel profond des couches couleurs avec une couche lumineuse possible. On a tout ce qui est paramètres de capture, notamment le nommage des fichiers et l'endroit où vont être déversés les fichiers, dans quel répertoire. Donc ça, c'est pareil. Les filtres, t'as intérêt à te dépêcher là sur les planètes qui bougent, sur celles qui tournent. C'est pareil, non? Tu fais. Ah, bonne question. Oui. Alors, quand on utilise des filtres sur les planètes rotatives, on utilise obligatoirement WinJupos. On ne peut pas s'amuser à utiliser juste Registax. Parce que oui, tu as raison, si on fait un filtre, si on fait une couche verte en 50 secondes, on fait une couche rouge en 50 secondes et qu'on fait une couche bleue en 50 secondes, ben, on est à 3 x 50. Donc on a dépassé la limite théorique. Et pour rassembler tout ça, on utilise un autre logiciel qui s'appelle WinJupos qui en fait recale les couches couleurs en faisant une dérotation. Un peu compliqué, mais donc les techniques à partir de filtres de la photo planétaire sont beaucoup plus compliquées. Donc je cite juste qu'il y a des filtres, mais voilà. Ce serait à voir dans une étape 2, je dirais. Au niveau du matériel, comme on peut faire du suivi, enfin d'autoguidage, on connecte sur le télescope. Autoguidage, juste un point important, débayériser. Donc c'est ce paramètre-là qu'il faut laisser comme ça. Donc généralement, on regarde débayériser, ça permet de voir les planètes en couleur quand la caméra ne shoot pas, mais reste en mode caméra quelque part. Et une fois qu'on commence à shooter, on bayerise, c'est-à-dire qu'on se met en gris, ce qui permet d'avoir des fichiers beaucoup plus, enfin pas compressés, mais beaucoup plus petits. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin pour Fire Capture, à moins qu'il y ait des questions. Bon, il y a des tas de petits paramètres, il y a des séquenceurs, il y a des scripteurs. Enfin, oui, non, vas-y, il n'y a pas de questions. Bon. On va passer à la deuxième étape, AutoStacker. Alors, AutoStacker se présente comme ça. C'est une interface relativement simple. Donc, et dans AutoStacker, le traitement se fait en 2 étapes. Donc là, j'ai déjà ouvert une photo de la Lune. Donc là, elle n'est pas empilée, enfin, c'est pas une photo. J'ai ouvert un film de la Lune. Toujours dans les films. La première des étapes, alors, oui, dans les paramètres de base,
le premier paramètre, la surface ou planète, ça se comprend tout seul. Quand on traite la Lune, on traite de la surface. Et quand on traite les planètes, ben, les planètes. Le reste, vous ne touchez pas. La place, vous ne touchez pas. Local, vous mettez AP local comme ça. Vous ne touchez pas. Alors, la première des étapes, c'est qu'on fait une analyse du film. Avec AutoStacker, donc on clique sur Analyse. Donc là, il va analyser la totalité des images du film. Et il va sortir une belle courbe à la fin. Donc là, on est d'accord, tu le fais pour de vrai, là. Tu le fais en... Ah oui, là, c'est avec un vrai film à toi, tout ça. Un vrai film de la Lune, des nectars, et là, c'est du vrai. Sur Firecapture, c'était plus compliqué, sinon j'aurais dû sortir dehors. Voilà. Mais là, c'est du vrai film. D'ailleurs, vous voyez que quelque part, le film est un peu sombre, il n'est pas totalement gris, il y a une balance des blancs qui n'est pas terrible, enfin qui n'est pas exceptionnelle. Donc il y aura des choses à retoucher après. Donc là, encore une fois, il prend l'ensemble du film et il analyse image par image pour vous sortir une courbe. Enfin, c'est une répartition de la qualité des photos du film. Ah oui, autre chose que je n'ai pas cité pour les traitements de la Lune, sur AutoStacker, vous avez vu un petit carré vert. Un petit carré vert, ce petit carré vert, c'est ce qu'on appelle l'encre. C'est uniquement pour la Lune, enfin uniquement pour la Lune. Cette encre, on la met sur une zone où il y a beaucoup de relief, comme les cratères, là, parce que c'est à partir de cette zone-là que lui va déterminer la qualité. Donc s'il est sur une zone unie, AutoStacker va avoir du mal à déterminer. Pour les planètes, on n'a pas le même souci, parce que comme la planète elle-même en fait, il analyse toute la planète. C'est pas aussi pour limiter un peu les ressources nécessaires, non? Oui, je pense. Plutôt que d'analyser la totalité de la surface, il analyse juste l'encre, enfin la zone de l'encre. Ça lui permet d'avoir la qualité pour la totalité de l'image. Encore une fois, sur la planète, comme la planète elle est beaucoup plus petite, ça permet d'analyser la totalité de la planète. Ça prend un peu de temps, mais on arrive au bout. Ça reste quand même des trucs que tu peux faire dans les champs, ça. Alors, autre paramètre intéressant d'AutoStacker, juste en dessous du Open, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit bouton qui s'appelle All. All, ça vous permet de traiter des directories en entier. C'est-à-dire que AutoStacker va prendre les films les uns derrière les autres et il va les traiter les uns derrière les autres. Donc All, ça vous permet de prendre toute votre directory de capture de la veille au soir, de cliquer sur All, de lancer AutoStacker et d'aller se balader toute la donc ça, c'est très très intéressant comme petite fonction. Alors, 15, 87, 98, 99. Non, allez. Voilà. Voilà. Et voilà. Je disais qu'il n'allait pas me sortir la courbe. Donc on a une belle courbe. Alors ça, c'est la courbe de qualité de vos images. La courbe verte. Et il y a un 50%. Donc c'est un petit peu artificiel, mais il considère que là, sur cette courbe verte, on considère qu'on a, je clique, on a à peu près un petit peu plus, on a 30% peut-être. Ouais, 30, on a un peu plus, on a 32% des images qui sont au-dessus de 50% de qualité. Retenez que cette barre de 50%, c'est à peu près ce qu'on prend. C'est un peu empirique, mais en général, on prend le volume d'images qui sont au-dessus de 50% de qualité. Si on en a beaucoup, là on peut se dire, bah, on en a beaucoup, on peut prendre 25%, on sera entre guillemets à 54% de qualité, tout ce qui est au-dessus de 54% de qualité. Ça vous permet de déterminer quel volume d'images vous allez retenir dans le film. Et ensuite, on va passer à la
phase 2 qui est l'empilement lui-même. Alors l'empilement lui-même, c'est la dernière colonne, la stack option. Donc là, vous pouvez choisir le format de sortie. Donc, moi, j'utilise du TIFF, mais Fit, ça marche aussi. PNG, vous pouvez utiliser. Et ensuite, vous pouvez choisir soit le nombre d'images à empiler, soit le pourcentage. Les images, c'est un peu fastidieux à calculer, donc moi, j'utilise le pourcentage. Et vous avez 4 cases. 4 cases, ça veut dire qu'en fait, vous pouvez choisir 4 pourcentages. Si vous dites, bah, voilà, je suis autour de 25%, mais j'aimerais bien voir ce que ça donne à 30%, et puis ce que ça donne à 20%, vous pouvez mettre 25, là vous mettez 20, et puis là vous mettez... Et en fait, il va générer 3 fois le traitement. C'est-à-dire qu'il va empiler 25, 20 et 30%, et il va vous générer 3 images avec 25, 20 et 30% des images sélectionnées. Et après, vous pouvez regarder les différences entre les trois et voir ce qui est bien. Dans les petits paramètres, double stack référence, ça permet de faire un double alignement. C'est un peu plus long, mais moi je l'utilise. Jean-Luc Dauvergne, qui est un grand spécialiste du planétaire, a détecté que parfois c'était pas très bon. De temps en temps, on enlève. Mais moi je laisse. Sharpen, vous ne le cochez pas. RGB Align, ça permet d'aligner plus ou moins les couches couleurs. Et puis de Save in Folder. Là, vous avez l'option de nom de fichier généré pour la stack. Vous pouvez regarder, mettre vos options à vous. Voilà. Donc ça, on choisit les pourcentages que l'on veut faire. Et chose importante, on va mettre les points d'alignement des AP, alignment point. Ça se fait avec la dernière colonne qui est là. Alors, en fait, généralement, ce qu'il faut faire, c'est de faire place AP grid. Il va mettre les points d'alignement de manière automatique. Alors, on peut le faire là. Toc. Hop. Là, il l'a mis. Donc, il n'a pas pris la zone sombre parce qu'il considère que là-dedans, il ne peut pas prendre de points d'alignement. Donc, il a pris que la zone claire. Et là, il vous dit qu'on a 105, 106 points d'alignement. Ce que moi j'utilise facilement, c'est un nombre de points d'alignement autour de 100 à peu près. Là aussi, c'est une règle empirique, hein, probablement à moitié personnelle. Si vous mettez trop de points d'alignement, ça va ramer parce qu'il va essayer d'aligner tout et ça va être compliqué. Si vous n'en mettez pas assez, il ne va pas avoir assez de points pour aligner proprement les images. Moi, j'ai constaté qu'autour de 100, c'était pas mal. Et pour régler ce volume, en fait, vous réglez là sur... là, on est à 135 sur la taille des points d'alignement. Si vous mettez une petite taille, il y en aura plus. Si vous mettez une grande taille, il y en aura moins. Et enfin, dernier élément à cocher, vous mettez multiscale. Multiscale va gérer des points d'alignement de tailles différentes et c'est meilleur pour la ligne. Donc une fois que vous avez fait ça, vous faites stack et là, il lance le stacking sur votre image. Et comment ce choix se fait sur la première de ton lot d'images ou tu peux choisir Oui, enfin en fait, il classe les images par qualité, donc il prend la meilleure et c'est à partir de ça qu'il essaye d'aligner. Ok. Pareil, dans AutoStackerd, vous avez des petites fonctions supplémentaires. Vous pouvez, alors, ce qui peut arriver, c'est que sur un film, vous pouvez avoir parfois la planète qui sort du cadre. Si la planète sort du cadre, sur ces images du film, la planète va être coupée. Si la planète est coupée, AutoStackerd va être un peu troublé. Il va se dire, oh, il y a une zone bien propre là. Et il risque de vous mettre cette image-là en meilleure qualité. Et dans ces cas-là, vous pouvez supprimer certaines images du film. Alors, il faut les passer en revue en utilisant qu'on voit là, frames. Et en appuyant sur barre espace, vous supprimez certaines images du film. Honnêtement, si votre image elle est sortie 3 secondes du cadre, vous allez avoir plein d'images à virer. Ça va plus vite de jeter le film. Mais si vous en avez une ou deux qui sont un peu qui troublent AutoStackerd, vous pouvez les virer et puis quand même récupérer. À la limite, je vais le laisser se dérouler. Là c'est l'étape qui prend du temps. Il va faire 2 fois parce qu'il y a un double stacking, un double alignement. Donc il va faire 2 fois l'ensemble du processus.
Là, il y en a bien pour 3-4 minutes sur un film. Et à chaque fois avec le 25, 30, 20 que tu avais mis auparavant. Ouais. Là, en plus, je l'ai mis 3 fois, donc à chaque fois, il va recommencer. Donc là, on en a bien pour 10 minutes. Facile. On va le laisser seul. Je trouve que dans Registax, voilà, dans Registax, j'ai récupéré l'image déjà stackée que je après. Donc là, on a l'image récupérée du stacking, de AutoStack. Là, on va pouvoir la traiter pour la déconvolution. Alors, avant de faire la déconvolution, chose toute bête et toute simple, on fait une balance des blancs. Et bien entendu, on n'ouvre pas la fenêtre paramètres. On fait une balance des blancs en appuyant sur RGB balance et tout simplement auto-balance. Et auto-balance, alors, dans Registack, vous avez une zone de traitement. Je ne sais pas si on la voit à l'écran, mais au milieu, là, vous avez un écran, une portion du... Assez léger, mais on voit, oui. Ouais, on voit que c'est plus gris. Voilà. En fait, c'est ce qui vous propose comme le résultat de votre action. Registack, c'est un petit peu spécial comme logiciel sur cet aspect-là. Donc, il vous propose ça comme traitement. De toute façon, comme vous avez fait un auto-balance, il n'y a pas de chose. Et si vous êtes d'accord avec ça, en fait, il faut faire do all, là-haut, là, do all, et il va traiter l'ensemble de la photo. Voilà, donc il traite l'ensemble de la photo et il la met bien grise pour la lumière. En effet, ça s'est vu. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait notre balance des blancs, on va, alors on peut, il y a des curseurs là, on peut mettre un petit peu de lumière, parce que c'est un peu sombre. Voilà. Bon, enfin ça c'est aussi des choses qui se font après, hein, c'est pas nécessaire non plus. Voilà, pareil, il vous met une petite fenêtre un peu plus lumineuse là, et il faut refaire du wall pour l'éclaircir un peu. Ok. Et traitement principal, c'est l'application des ondelettes. Alors les ondelettes, c'est la colonne gauche. Les ondelettes, ça fonctionne par niveau. On a le niveau de 1 à 6. Le niveau 1, ce sont les détails les plus fins. Le niveau 6, ce sont les détails les plus importants. Et de manière assez empirique aussi, on fait généralement une décroissance, c'est-à-dire qu'on fait une espèce de courbe descendante. On cherche à récupérer les détails les plus fins presque au maximum. Vous avez vu déjà ça, toujours pareil, on est sur le carré du centre. Il n'a pas traité la totalité de l'image. On a déjà récupéré beaucoup de détails sur la lumière. C'est juste, voilà. Là, on n'a pas de détails. Là, on a les détails. Et comme ça, on règle les petits curseurs en mettant un peu moins sur la couche 2, encore un peu moins sur la couche 3, encore un petit peu moins sur la couche 4, et ainsi de suite jusqu'à la couche 6. Bon, là, c'est, voilà, j'ai pas fait attention à ce que je faisais, je changeais mes petits curseurs. Là, on est largement surtraité. Là, c'est sharp. Donc, on descend un petit peu, voilà. C'est beaucoup de, d'ailleurs comme en ciel profond, hein, c'est beaucoup d'essais, d'essais et de réglages comme ça en essayant d'atteindre le niveau optimal de réglage des détails. C'est peut-être à partir de là où on va dire que, comme en ciel profond, il y a un moment où tu finis par avoir une démarche plus ou moins artistique ou de goût personnel. Là, en faisant ça, là, c'est une question de goût ce que tu fais. Une démarche artistique, mais moi, je pense moins qu'en ciel profond. Tu cherches à révéler les détails, mais c'est pas une question artistique. Tu vas très vite si tu vas trop loin. Tu vas trop loin, ça devient dur. Artistique, je retire. Je parlais plus de goût, c'est-à-dire de. Mais je m'en rends moins compte. Mais c'est vraiment du goût, de l'habitude. Il y en a qui vont préférer un petit peu plus doux, un petit peu moins charpé, etc. Oui, tu as raison. Il y a clairement une histoire de goût. Alors, donc là, c'est le réglage des ondelettes. Et puis sur chaque ondelette, vous avez aussi des curseurs qui sont intéressants. Alors sur la Lune, pas trop là, parce que là déjà, on révèle bien les détails. Mais sur les planètes, c'est plus intéressant. Vous pouvez augmenter le charge, justement, la dureté. Donc il suffit de monter dans ces cas-là.
ça va augmenter encore. Voilà. Vous voyez, là, on est vraiment quelque chose qui est très, très acéré, très dur. Oh, c'est trop important. Si vous montez la sharpness sur les planètes, vous allez monter le bruit aussi. Donc le petit curseur juste à côté, là, vous permet de corriger le bruit. Donc, après, c'est pareil, c'est des petits réglages. Je sais que je mets un peu de sharpness, je vois que ça amène un peu de bruit, je mets un peu de noise, etc. Vraiment, c'est du l'essai de l'essai. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une fois que vous avez un réglage pour une planète qui vous correspond bien et qui vous plaît bien, vous pouvez sauver le schéma. Ici, là, c'est le schéma de traitement. Mais par exemple l'une, complètement, et vous sauvez votre schéma de traitement. Et quand vous reprenez la Lune avec Registax, une autre photo demain ou après-demain, vous pouvez recharger votre schéma et avoir à peu près les mêmes réglages. Mais de toute façon, d'une photo sur l'autre, on rectifie toujours un petit peu. Une fois que vous avez votre traitement qui est à votre goût, vous faites do all, et là, il vous révèle la totalité des détails. Donc vous voyez, sur la Lune, c'est quand même assez bluffant. Ouais. Là, on ressort les trucs de façon très très importante. Bon, après, je vous passe le fait de rectifier les contrastes, la luminosité et autres, soit vous le faites au Logistax, mais c'est probablement pas le meilleur des outils, ou alors sous Photoshop. Voilà. C'est assez simple, mais ça peut prendre pas mal de temps et ça peut vous occuper de longues soirées. Alors, est-ce que vous avez une question? Oui, vas-y. Il n'y a pas de questions dans le chat, mais je pense qu'on peut laisser les gens les poser en direct désormais, si vous voulez. N'hésitez pas, hein, messieurs, dames. Encore une fois, je n'ai pas réponse à tout. Je suis que quelqu'un qui a démarré ça il y a quelques mois et demi. C'est vrai que j'en ai fait pas mal. Alors si, à titre de conclusion, parce que je ne suis pas du tout le roi du planétaire, loin de là, j'ai des grands maîtres, en l'occurrence, donc Thierry Legault, que tout le monde connaît, qui fait beaucoup de planétaires, mais qui fait surtout les passages de l'ISS, ça c'est donc il a écrit plein de bouquins, il a écrit plein de choses. Vous avez des vidéos sur YouTube alors il y a Christophe de la Chapelle qui a fait des vidéos très intéressantes parce qu'elles abordent à peu près toutes les facettes du planétaire de façon assez didactique sans aller très, très loin, mais enfin, il va quand même assez loin. Donc, bien débuter avec toutes les vidéos. Et si vous voulez aller vraiment très loin... Toi, tu peux dire complètement le nom de sa chaîne, hein, c'est La Chaîne Astro. Chaîne Astro. La Chaîne Astro. De la Chapelle. Et autre chaîne YouTube pour aller là encore plus loin, probablement un des maîtres du planétaire, Jean-Luc Dauvergne, qui est dans le comité de rédaction, je crois, de Ciel et Espace. Jean-Luc Dauvergne lui fait des photos, mais alors tomber par terre. Sur son balcon à Paris. Sur son balcon à Paris, oui, enfin, il a aussi un Amulon. Ça aide pas mal. Amulon, c'est les gros instruments de Takahashi, donc ça vaut un bras, voire les deux. Mais néanmoins, mis à part qu'il a un Amulon, il sait maîtriser son appareil comme personne et il fait des photos, mais alors d'une qualité absolument incroyable. Alors, et il a fait des vidéos sur YouTube pour toutes les techniques avancées, techniques autour de traitement mono et couleurs assemblées, le réglage de la DC, etc. Alors nous avons aussi là, il y a une personne qui est connectée, c'est Laurent Langlaise, qui a un setup assez particulier aussi, qui des photos absolument magnifiques aussi, des passages ISS. Voilà, c'est. Ah oui, oui. Il a posté l'autre jour typiquement un petit gif d'un passage ISS, donc une petite animation de machin qui était absolument fabuleuse. Ouais, c'était vraiment très très beau. Oui, je me souviens de l'avoir vu. Grand bravo. Moi, je suis pas capable de faire ça. D'ailleurs, je me suis pas encore attaqué à l'ISS. Ben voilà, il intervient sur le chat. Bah voilà. Bah oui, elle est. Moi, je trouve ça fabuleux, quoi. Je trouve ça incroyable de pouvoir faire ça avec un matos, on va dire, amateur. Voilà. Bah, si tu veux dire un mot en live, vas-y, on est là. Mais il a une question en plus, on va le laisser la poser. Si tu veux intervenir, Laurent, vas-y.
T'inquiète. Vas-y, Laurent. Il veut pas, il écrit. Il veut pas, il écrit. Bon, je vais poser sa question. Bonjour, dans Fire Capture, ça plante quand on passe en 16 bits avec une ASI 174. Et il y en a une deuxième Alors, après. ouais, je suis rarement en 16 bits parce que ça descend le flou. Donc, c'est un peu. Alors, ouais, quand on se met en 16 bits, bien entendu, les images unitaires sont plus grosses. Donc, le flux diminue. Alors, c'est un compromis entre passer en 16 bits, on va en théorie avoir des couleurs sur une palette plus importante, mais beaucoup moins d'images. Ça plante, ouais, c'est bien possible. Mais Fire Capture, il plante de temps en temps. Il n'y a même pas de raison. D'ailleurs, petit truc, mais c'est peut-être perso, j'ai souvent, j'ai souvent arrêté d'utiliser Fire Capture la dernière, la 2.7. J'ai trouvé que la 2.6 était beaucoup mieux. Après, voilà, c'est une datation perso. Je ne sais pas si c'est que moi ou d'autres qui ont le même problème, mais j'ai des problèmes avec la 2.7 alors j'en ai pas avec la 2.6. Non, c'est pas merveilleux Fire Capture, ça. Enfin, en fait, ce qu'il faut comprendre, je pense, dans Fire Capture, SharkCap, je n'ai pas trop utilisé, donc je ne sais pas, c'est que le flux est vraiment très important, donc il y a des problèmes de buffer et de congestion à certains moments. Et du coup, bah, je pense que quand le logiciel n'arrive plus à gérer le flux, bah, ça s'arrête. Voilà. Effectivement, après, le planétaire, dès qu'on commence à filmer, et particulièrement en pleine résolution sur les caméras qu'on a actuellement, on arrive tout de suite à des débits du genre de 10 gigaoctets la minute, quoi. Voilà. Ça va très très vite, donc il faut du SSD, il faut un processeur qui suive derrière aussi. C'est pour ça que typiquement sur un Raspberry Pi ou ce genre de choses, de la très haute fréquence du très gros FPS, ça passe pas, quoi. Pour donner un élément d'appréciation à ceux qui n'ont pas encore tâté, je fais une petite soirée, parce qu'une petite soirée, on shoot rarement toute la nuit. Déjà, au bout d'un moment, c'est un peu lassant. J'arrive à accumuler 100, 150, 200 gigas de données. Donc, il faut vraiment des gros volumes et on en jette 90%. Oui, enfin, le volume augmente très très vite. Typiquement, moi j'en ai fait un petit peu pour du lunaire, donc en pleine résolution, et sur une 178 mono. Donc là, effectivement, c'est là où j'étais à 10 gigas la minute. Et ben voilà, donc on fait des mosaïques de lune avec ça. 7-8 pendes pour la mosaïque. Tout de suite, voilà, le disque, si on n'a pas des SSD un peu volumineux, tout de suite rempli, quoi. Oui, tout à fait. Alors, autre chose, parce que c'est du aussi, vos premières images, à moins que vous soyez vraiment très chanceux ou très bon, vos premières images ne sont pas terribles, mais vous serez content quand même parce que vous aurez une planète avec beaucoup de couleurs. Et pour s'améliorer, vraiment peaufiner les réglages, l'ADC, le temps optique, avoir la bonne configuration, ça prend du temps. Avoir la bonne soirée, le bon signe, la bonne turbulence, le bon signe. Donc il faut persévérer souvent. C'est plus simple, mais pour avoir de beaux résultats, il faut beaucoup en faire. Voilà, je ne sais pas si. Laurent, on voit ta vidéo, mais on ne t'entend pas. J'ai un tir à mot, Laurent. Oui, effectivement. Ah oui, il y a le push to talk. Alors, je peux peut-être. Ah, c'est bon, ça y est. Non, on t'entend pas. Non. Alors bah, d'ailleurs, je peux pas débloquer. Non, c'est peut-être on va faire ça. Le micro de son côté. Je vais mettre ça je vais mettre tout le monde en autorisation de détection de voix. Voilà, j'enlève le push to talk. Et c'est parti. Voilà. Et c'est parti. Alors là, attention, s'il y a des gens qui ont le micro qui n'est pas coupé, ça risque de se déclencher. Voilà.
Bonsoir, je ne profite là que vous avez décroché le micro. Ah, super. Ah, parfait. J'avais une question. J'avais essayé avec Cyril à faire le traitement des images planétaires et c'était un peu difficile. Mais je veux savoir si vous avez des expériences sur ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais que certains s'y sont essayés, mais je crois que c'est pas totalement adapté. Je crois qu'il y a quelques Cyril pour faire du traitement planétaire, mais ils sont très très bons en traitement ciel profond. Honnêtement, se simplifier la vie, prenez le petit set de logiciels que je vous ai présenté là. Ça va fonctionner beaucoup plus simple. Mais Cyril n'est pas forcément adapté au planétaire, effectivement. Honnêtement, ces logiciels que je vous ai présentés sont relativement simples à utiliser. On n'est pas dans de la complexité type Pix ou même Cyril. Vraiment, avec ces 2-3 fonctions de base, c'est un truc assez automatique. Comme l'a dit Gilles, là où intervient un petit peu la patte de l'artiste ou le fin, c'est vraiment dans le traitement par ondelette, dans les traitements finaux. Avant c'est presque automatique. Le problème, c'est que moi, je suis soit sur Macintosh, soit sur Linux. Donc, AutoStack n'est pas disponible. Ah, dommage. Il fonctionne pas avec Wine là sur Linux? Oui, c'est compliqué. C'est pas terrible? C'est compliqué à faire, c'est pas des vieilles versions. Et AstroSurface éventuellement, il fonctionnerait sous Linux? AstroSurface peut empiler aussi. Je crois qu'AstroSurface c'est que Windows aussi. J'en avais essayé un autre qui était en Python. Cherche. DSS, c'est pour le ciel profond. Non, là je suis désolé, j'ai pas. En plus, ma connaissance des Mac est réduite. Il y a Kep qui vient de dire que Pip et AutoStackert fonctionnent très bien sur Wine et sous Mac, quoi. Oui, j'ai pas parlé de Pip. Pip, c'est une petite boîte à outils qui est intéressante. Il fait, en fait, comment décrire? C'est un espèce de pré-traitement en fait. Ouais, c'est un peu une boîte à outils de pré-traitement des images, de tri, si vous avez plusieurs films que vous voulez recoller les uns avec les autres, ou faire un petit peu du tri qualité dans ces films-là, pour garder que les images qui semblent être les meilleures, vous pouvez utiliser. Je l'utilise de temps en temps quand j'ai des trucs spécifiques à faire. Moi, en tout cas, je note pour la prochaine fois il faudra faire un truc sur l'ISS. Mesdames et messieurs, alors est-ce que tu veux conclure? Est-ce que tu veux conclure sur le planétaire? Ça sent que ça ne sera jamais conclu. En conclusion, lancez-vous. Et si vous n'avez jamais fait d'astrophotographe, lancez-vous. Je pense que c'est une bonne façon de démarrer quelque chose. Et après qu'effectivement on détecte que finalement c'est pas aussi simple que ça, mais voilà, on peut déjà se faire plaisir rapidement, et aussi avec un budget raisonnable, mis à part le clic et le clic. Voilà, ça rajoute pas beaucoup sur le budget par rapport à l'application. Voilà. Oui, ça doit être pour les débutants, faire des petites photos de la Lune, ça doit être beaucoup plus accessible au début, ouais. Ok. On peut chasser des détails. Si je parle de la Lune, il y a une petite parenthèse, il y a un autre YouTuber qui s'appelle Astronomie à la lunette, qui a fait une très belle série sur les détails lunaires. Et donc il y a une vidéo par détail lunaire. Voilà. Bon, parfait. Merci à vous. J'espère. Oui. Merci à toi surtout d'avoir préparé tout ça. Oui. Merci beaucoup. Pris le temps.
Je reste ouvert si dans une prochaine vidéo vous voulez faire quelque chose de plus poussé sur AutoStacker, AstroSurface et WinJupos à votre disposition. Tu sais ce qui serait bien, la prochaine vidéo. Alors attends, toi tu habites t'es sur Bordeaux. Enfin, je vois, il y a marqué 33. Attends. Non, moi je suis au Portugal. T'es où? Au Portugal. Ah, et ben donc voilà. Donc la prochaine vidéo, tu vas nous inviter à l'apéro. Avec plaisir. Et on et on fera le prochain live. Voilà. Si jamais d'aventure, si tu passais dans les Yvelines en France, je te rendrai l'appareil. De moins en moins. Mais c'est bien que c'est une très belle région avec des beaux ciels et beaucoup moins de tâches que hélas. Enfin, hélas. Bah oui. Ah oui, il y a marqué, c'est 78, Portugal, je suis bête. Voilà. Bon, 78, c'était avant, jusqu'à la fin de l'année. Wow, très bien. Enfin, très bien. Bon. Bah écoute, merci encore. Et merci à tous pour votre écoute. On va normalement faire une vidéo de tout ça qui sera envoyée sur YouTube. Je sais pas quand, c'est Benjamin qui va s'en occuper. C'est lui le chef des vidéos. Et puis bah voilà. Ouais, on verra bien. Hein. Avec toutes ces belles coupures pub que j'ai pu mettre, je mettrai tout un tas de conneries par-dessus pour cacher la misère. Mais bon, scotch. Bon, voilà, c'est ça. La prochaine fois, on essaiera de faire mieux. Ouais. Voilà. Hein. Bon. On débute, on découvre. On va le faire. À la zob. Exactement, tout à fait. Allez, et ben merci à tous. Passez un bon week-end, mesdames et messieurs. Et puis à bientôt.